Fourques, avant, c'était un village où il y avait beaucoup de petites fermes, chacun avait son petit cheval et tout ça. Ce qui veut dire que la plupart vivaient en haut, ils avaient les appartements en haut, et en bas c'était les étables, c'était les trucs comme ça. Ce qui fait que les crues, ils les voyaient passer, mais ils n'avaient pas les répercussions que nous, nous avons subi. Nous avions conscience du Rhône parce que les habitants de la région, que ce soit sur Fourques ou sur Arles, nous vivons tous au rythme de ce fleuve. Je pense que c'est pour nous un fleuve roi. Si nos ancêtres sont là depuis pratiquement les Romains, s'ils sont là, c'est qu'ils ont accepté le risque inhérent au Rhône et qu'ils ont estimé qu'il y avait autant de bénéfices à habiter auprès du Rhône que, j'allais dire, d'inconvénients. Voilà. La première crue qu'on ait eue, vraiment une crue que tout le monde se souvient, c'est 1951, où là, l'eau est venue au ras des digues et on pensait qu'on serait inondé, le village et tout. Seulement, encore une fois, étant donné qu'en amont, les digues étaient beaucoup plus vétustes et tout ça, ça a cassé chaque fois et ça a épargné le village de Fourques. Plusieurs fois, on a réussi à passer au travers dans des conditions pareilles. Avant, il y avait un système d'annonce de crue. On nous annonçait que le fleuve était en crue, mais tout un chacun pouvait le constater, il suffisait de s'approcher du fleuve. Vous savez qu'il y a eu, on a fait des barrages sur le Rhône, et à cette époque-là, les architectes et tout ce qui pensaient tout ça nous avaient dit que ça risquait plus rien parce qu'ils avaient, pour ainsi dire, dompté le Rhône. Il ne se passerait jamais plus rien. En un laps de temps très court, on a vécu de grosses inondations, quoi. Les gens de Fourques maintenant, surtout la partie, disons à partir de 40-50 ans, là, parce que les jeunes, non, mais enfin, ceux-là ont vraiment pris conscience des dangers. Il y en a eu une en 2002, mais fin 2002, si je me souviens bien, c'était... Et nous, à Fourques, déjà, alors là, on a eu les pieds dans l'eau, ce qu'on peut dire, les montées de l'eau jusqu'à la digue. J'étais avec ma fille en lui disant, regarde ce Rhône, peut-être que tu ne le verras plus jamais aussi haut. Or, en 2003, rebelote. En 2002, on venait de travailler, alors ça c'était en Petite Camargue, c'est au sud de la ville de Saint-Gilles, entre Saint-Gilles et la mer. Là, le Rhône passait par-dessus les digues, nos protections. Voilà, on avait des bottes, on marchait dans l'eau et on savait que ça n'allait pas tenir. J'avais demandé à l'armée une intervention. Et quand on demande l'intervention de l'armée ne vous donne pas son sein blanc tout de suite. Ils envoient des spécialistes, des colonels, voir si la demande est justifiée. Voilà, on était avec les colonels à 9h du matin, on y travaillait déjà depuis 6h, avec des tractopelles pour essayer d'apporter de la terre là où il en manquait. Et là, à un moment donné, au fur et à mesure que l'eau passait par-dessus, je savais très bien que ça n'allait pas tenir. Donc j'ai demandé le repli des pompiers, des gendarmes qui étaient avec nous, des deux colonels qui étaient venus vérifier cela, et surtout des gens qui travaillaient avec des tractopelles, parce que leur vie était en danger. Là. Donc j'ai dit, maintenant, trop tard, ça va casser. J'ai demandé le repli de tout le monde, et ça a cassé à peu près 1 minute 30 après. On a eu juste le temps de se replier, et la digue a explosé. Parce que quand une digue, sous la pression des eaux, se rompt, c'est comme si vous donniez un coup de canon. C'est vraiment un coup de canon, et la digue explose, et ça fesse, et l'eau pénètre dans la plaine. Voilà. Alors, à cause de 2003, on avait travaillé toute la nuit et on était au mas de la Motte. On mettait des sacs de sable sur une descente parce que l'eau commençait à passer. Et le propriétaire est arrivé, il nous a dit ça a lâché à Clairefarine, donc le mas qui est juste à côté.
Donc avec mon collègue, on a pris la route. Effectivement, quand on est arrivé à l'entrée du mas, l'eau arrivait. On a pris le 4x4 et quand on est arrivé, on a vu la digue qui s'écartait. Moi, l'image que j'ai eue quand on est arrivé sur place, ça m'a rappelé quand le barrage de Valabrègue, quand il lâche l'eau, c'est remous, mais là c'était pareil. Sauf que ça emportait tout sur son passage et que dès que ça avait fait une certaine distance, ben, l'eau elle s'étalait doucement, cette eau boueuse, en emportant tout sur son passage. Et c'est ce qui a été le plus marquant, ça a été ça. Mais c'est vrai qu'on a été les premiers à voir la digue. Et là, c'est impressionnant parce que l'année d'avant, on ne l'avait pas vue. Et là, on voit, ça fait comme un château de cartes. Ça s'écarte, et puis l'eau, ça fait une force. Ça fait des remous, c'est impressionnant. Ça faisait peur. J'avais la trouée, ça faisait peur. Voilà. On promenait, mais on ne prenait pas au bord de la digue, on prenait un peu loin. Parce que ce bruit, on aurait dit un train, je ne sais pas le bruit que ça. Ce bruit, la nuit, à 1h du matin, la nuit, ça faisait un bruit terrible. Voilà. Après, quand il y a une brèche, ça veut dire que l'eau elle passe par-dessus. Et en fait, si la digue elle est fragilisée par des trous d'animaux qu'on n'a pas vus ou qui se sont faits récemment, et ça fait comme un charcot de sable, ça s'écroule et ça s'écarte. Et quand ça s'écarte, c'est le point dur qui l'arrête. À Petite-Argence, c'est une station de pompage qui l'a arrêté, et de l'autre côté, c'est la maison. Une petite anecdote, j'avais mon cheval Camargue, parce que j'habite à l'avenue de Nîmes, j'avais mon cheval Camargue, et avec ma femme, je disais, si ça pète, gitan, mon cheval s'appelait gitan, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, j'étais voir mon collègue Michel Lallemand, qui habite au Mas Saint-François, et il me dit, ben, Dédé, mène-le avec les miens. Et je l'ai mené, tranquille, je l'ai mené. Et le lendemain, je ne vois pas arriver Michel avec son fils, il me dit, Dédé, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, il me dit, on peut venir boire un café, quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a, Michel? Ben, il me dit, on a l'eau au Mas. Alors, ils avaient à Saint-François, ils avaient combien? 1 mètre d'eau, comme ils avaient Gilles, à peu près. 1 mètre d'eau? 1,50 m. Mon cheval est resté toute la nuit, et quand il était resté chez moi, ben, il est resté le pied au sec, et voilà. La population, en 2003, s'est sentie extrêmement concernée par cette grande inondation, puisque le Rhône a dépassé les 11 000 m3 secondes, a créé donc la rupture d'une digue, et notre plaine a été gravement endommagée par tout ce qui s'est passé. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains. Et ça, c'était vraiment, pour nous, c'était capital. Eh bien, c'était en 2003, et je suis resté ici au village, et j'ai participé à la surveillance des entrées de Fourques. C'était la tradition, quand il y avait comme beaucoup d'eau, traditionnellement, les gens allaient sur les digues, vérifier s'il n'y avait pas des trous par-ci, par-là, etc. La cellule de crise se mettait automatiquement en place à la mairie. À l'ancienne mairie, là, c'était comme ça. Et puis, bien sûr, à la suite de ces fameuses inondations, s'est créée cette réserve communale de sécurité civile. Mais après, alors là, ça a été notre maire, là, M. Dumas, qui lui a structuré la chose. On a mis une commission où les gens savaient ce qu'ils devaient faire. On était répertoriés, chacun avait un secteur bien délimité, on partait toujours à 3 parce que c'était dangereux. Un qui était en bas du près du fleuve, mais jamais côté fleuve, hein, côté terre, un qui était là, et puis il y avait le troisième gars avec un véhicule prêt à, s'il arrivait quelque chose, et là. Et on avait des talkie-walkie. On communiquait comme ça. À ce jour, nous comptons environ 80 personnes. Alors il y a bien sûr peu de turnover en fait. Les gens, une fois qu'ils ont signé ce contrat de réserve de sécurité civile, ils restent parce qu'ils se sentent extrêmement concernés par la commune. Alors ça ne concerne pas seulement le risque inondation, mais ce sont des personnes qui, à la demande du maire, peuvent intervenir pour venir en aide aux administrés. Alors ça peut être en cas de sécheresse, de canicule, où on prend soin des personnes les plus fragiles. Voilà, ils ont un domaine d'action qui peut être très large, mais toujours sous la responsabilité du maire et à sa demande. Ils ne se substituent en rien
aux actions ni de la sécurité civile, ni de la gendarmerie, ni des forces de l'ordre. Il a fallu qu'on passe par une grande inondation, celle de 2003, qui a touché l'ensemble du delta, la rive gauche des Bouches-du-Rhône comme celle du Gard, pour que les pouvoirs publics s'assemblent et poussent à la création d'un syndicat unique sur l'ensemble du delta qui s'appelle le CIMADREM. Voilà. Pour cela, nous avons des exercices réguliers avec le CIMADREM qui informe ainsi comment repérer un désordre sur une digue et qui tient au courant nos réservistes de manière à ce qu'ils ne découvrent pas les actions qu'ils ont à mener lorsqu'ils seraient éventuellement sollicités. Aujourd'hui, mon travail, c'est entretien, débroussaillage, tronçonnage, piégeage, surveillance. On met en place de grands exercices tous les 2 ans à peu près pour maintenir cette information et cette culture. Alors, ce qui est très important pour nous, c'est de mobiliser la population et de conserver cette culture du risque dans l'hypothèse où effectivement la crue serait tellement importante qu'elle surverserait. Donc nous avons, à Fourques, nous avons créé une des premières réserves communales de sécurité civile. Et là, vraiment, cette réserve communale, elle est structurée. Les gens savent que dès que l'eau monte, on va être appelé. Voilà. Et j'ai milité énormément avec les préfets pour qu'on passe à un système de prévision de la crue. C'est ça, gagner du temps pour pouvoir agir. Voilà. Et aujourd'hui, donc, le système est très performant. Météo France, dans son centre à Toulouse, évalue la quantité d'eau qui se trouve dans l'air. Voilà. Un service interdépartemental qui se situe à Nîmes évalue, lui, où va tomber cette eau, les cheminements de ces eaux et les accumulations d'eau. Donc on a un système de prévision. Nous avons des stations qui nous permettent d'évaluer et de modéliser les crues en amont, bien entendu, et qui peuvent nous permettre d'avoir quand même un temps de réaction suffisant pour pouvoir alerter les populations. Alors Fourques est équipé d'un système de téléalerte. Nous avons donc la possibilité de prévenir par téléphone l'ensemble de la population et donc de mobiliser notre réserve communale pour pouvoir prévenir les habitants physiquement et se déplacer chez eux par secteur pour pouvoir les avertir d'une éventuelle évacuation si cela était nécessaire. Chaque jour, on a le niveau du Rhône. Dès que ce niveau du Rhône entre dans un niveau où il faut commencer à nous protéger, on met en œuvre, par exemple, une protection, une surveillance des digues dans la journée. S'il continue à monter, après on va passer 24 heures sur 24 avec des équipes différentes, avec des systèmes beaucoup plus performants. Voilà, on monte en charge au fur et à mesure que la crue monte. Toute la nouvelle révolution, la nouvelle technologie consiste à accepter une protection jusqu'à un certain niveau, qui est pour nous la crue de référence qui a été choisie par l'État. C'est celle de 1856, voilà, qui avait un débit dans le Rhône modélisé avec, actuellement, ça représente 12 000 mètres secondes, 12 500 mètres secondes dans le Rhône. C'est un volume énorme, hein. C'est 10 fois la Seine, une crue. Mais là, à partir de là, si le Rhône devait monter plus haut, on laisserait déborder le Rhône sans qu'il puisse rompre les digues. Et c'est ça la fameuse révolution, la conception des nouvelles protections, c'est on accepte de se protéger jusqu'à un certain niveau, et puis après on ne peut plus, et plutôt que d'avoir la catastrophe, c'est-à-dire les remparts s'écroulent, l'eau elle passe juste par-dessus les remparts. Donc, et comme le Rhône est un fleuve avec un régime très spécial, où le pic de crue monte très vite mais redescend très vite, donc ce qu'il faut lutter, c'est contre le pic de crue. Voilà. Et laissons-le passer celui-là. C'est le fleuve qui nous inonde, mais c'est le fleuve qui va nous sauver, parce qu'une fois que la crue est passée, on a de l'eau dans la plaine, et cette plaine, on prend l'eau avec des grandes stations de pompage, de l'ordre de 15 mètres cubes seconde. C'est des stations immenses qui sont faites, hein. Côté rive droite, c'est fait, et on renvoie les eaux dans le Rhône pour évacuer la plaine en essayant de gagner le temps le plus important pour pas que les eaux stagnent comme au XIXe siècle, elles stagnaient 6 mois. Alors que là, on a vu en 2003, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, il n'y avait plus d'eau. En 2003, à Saint-Bontemps, il n'y a pas eu une goutte d'eau, et le château de Belleval, qui est à 500 mètres, avait 30 ou 40 cm d'eau dans la cour. On a suivi la crue de 2003 de très près
Et lorsqu'il a fallu évacuer le village, on s'est senti concerné directement et on est venu proposer notre aide à la commune. Et on a intégré la cellule de crise immédiatement. Pendant que les responsables du moment faisaient évacuer les personnes, nous étions à la cellule de crise. Et moi, je me souviens surtout des contacts que nous avons eus avec les pompiers, qui étaient extrêmement présents et qu'on alimentait en café, en nourriture pour pouvoir leur permettre de tenir. Et j'ai un immense souvenir des pompiers de la ville de Roswein en Allemagne qui avaient subi une crue, eux, quelque temps auparavant et qui se sont sentis concernés par la nôtre et qui sont venus spontanément, par solidarité, nous proposer leur aide et sont intervenus sur la commune pour aider au nettoyage et pour aider à sauvegarder ce qui pouvait l'être encore. Voilà, moi j'ai un grand souvenir de cette solidarité internationale, en fait, de commune à commune et de village à village dans ces grands moments de crise. Et ils ont travaillé comme vraiment sans relâche pour nettoyer les masses qui avaient été inondées, etc. Enlever des montagnes de sable qui, par la brèche, avaient envahi notre plaine, là, voilà, mais des montagnes de sable. Hein. Et je me souviens que l'année d'après, je suis monté à les remercier donc, dans leur ville, à Roswein, et qu'en visitant la caserne des pompiers, ils m'ont fait voir les camions qui étaient descendus jusqu'ici. Et sur la calandre d'un grand camion de pompiers, ils avaient mis le cheminement depuis Dresde jusqu'à la mer. Nous sommes dans un territoire que le Rhône enserre de ses bras, donc c'est le territoire autour du Rhône, on va dire, et où s'affrontent la terre et l'eau. C'est un combat éternel entre la terre et l'eau. Mais ça fait partie intégrante de nos vies.